Je sens encore l'odeur de cette chambre sombre chaque nuit avant de m'endormir. La sueur aigre des hommes qui m'ont acheté comme un morceau de viande. Le parfum écœurant que mon père portait le jour où il a signé mon arrêt de mort, vivante. La cicatrice que j'ai au cou, celle que je vous montre maintenant, a été faite avec un couteau cérémonial quand j'ai tenté de m'enfuir pour la 3e fois. Ils m'ont dit que la prochaine fois, ils couperaient plus profondément. J'ai d'autres marques sur mon corps que je préfère ne pas montrer. Des souvenirs quotidiens de 8 années vécues comme la propriété de quelqu'un, sans droit, sans identité, sans espoir. La pire trahison n'est pas venue des étrangers qui m'ont gardée prisonnière au Maroc, mais de l'homme qui aurait dû me protéger par-dessus tout. Mon propre père. Il a reçu l'équivalent de 10 000 € pour sa fille. Une aubaine pour eux, un prix que je continue de payer en cauchemar. Bonjour mes chers amis, je m'appelle Élise, j'ai 54 ans et je suis née en 1971 dans une petite ville de Provence appelée Apt. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée enfouie pendant des décennies, non par honte, mais parce que certaines blessures prennent toute une vie pour cicatriser suffisamment pour qu'on puisse les toucher sans s'effondrer. Ce n'est pas facile de revivre l'enfer que j'ai traversé, mais je sens que mon silence ne peut plus continuer. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez un like, cela me donne la force de continuer à partager mes souvenirs. D'où me regardez-vous? Laissez votre ville en commentaire. J'adore savoir que ma voix atteint tant d'endroits différents. La campagne provençale dans les années 70 et 80 était un endroit difficile pour une famille pauvre. Notre maison avait des murs en torchis qui se fissuraient pendant la sécheresse. Un sol en terre battue que ma mère, Françoise, balayait obsessionnellement 3 fois par jour, comme si elle pouvait aussi balayer notre misère. Le toit de tuiles d'argile laissait passer des faisceaux de lumière qui dansaient sur le sol pendant la journée. Et la nuit me permettait de compter les étoiles quand je n'arrivais pas à dormir, serrée dans le même lit avec mes 3 frères cadets. L'odeur de terre mêlée à celle des haricots cuisinant lentement sur le poêle à bois est l'un des rares souvenirs doux que je garde de cette époque. Nous étions 6 personnes vivant dans seulement 2 pièces. La salle qui servait aussi de cuisine et la chambre où nous dormions tous ensemble. L'intimité était un luxe que nous ne connaissions pas, tout comme l'eau courante, l'électricité constante ou une nourriture suffisante. Mon père, Antoine, était maçon quand il trouvait du travail et alcoolique à temps plein. Un homme grand et maigre, à la peau tannée par le soleil et endurcie par le travail acharné, avec des yeux sombres qui semblaient contenir un orage constant. Ses mains, grandes et rugueuses, distribuaient avec la même facilité des caresses rares et des violences fréquentes. Je me souviens de son odeur caractéristique, sueur, poussière de chantier et pastis bon marché, qui me donne encore des frissons quand je sens quelque chose de semblable. Il rentrait tard, presque tous les soirs, titubant, les yeux injectés de sang, cherchant des raisons pour décharger sa frustration sur nous. Son humeur oscillait comme le temps en Provence, tantôt aride et sec, tantôt orageux et imprévisible. L'argent qu'il gagnait arrivait rarement à la maison. Il restait en chemin, dans les bars et les bistrots qui jalonnèrent la route entre les chantiers et notre maison. Ma mère était tout le contraire, petite, délicate malgré ses mains rugueuses de laver du linge pour les autres, avec un sourire qui illuminait son visage même dans les jours les plus difficiles. Elle était comme ces plantes de Provence qui semblent mortes pendant la sécheresse, mais qui fleurissent miraculeusement aux premières gouttes de pluie. Françoise faisait des miracles avec le peu que nous avions, transformant de la farine, des haricots, et ce qu'elle pouvait récolter du petit potager derrière la maison en repas qui nous maintenait en vie. Non seulement cela, elle maintenait aussi en vie notre dignité, insistant pour que nous étudiions, que nous soyons propres pour l'école, même si nous n'avions qu'une tenue chacun, que nous rêvions de quelque chose au-delà de cette vie de privation. « Ma fille », me disait-elle en brossant soigneusement mes cheveux tous les matins, « l'éducation est la seule chose que personne ne peut te prendre. Le reste, l'argent, la maison, même la santé, peut disparaître, mais ce que tu apprends reste. » Ses mains, bien que gercées par le savon grossier, étaient toujours douces quand elle prenait soin de moi et de mes frères. C'était en mars 1986, quand j'avais 15 ans, que notre fragile stabilité s'est complètement effondrée. Ma mère, qui toussait depuis des mois, n'a finalement plus pu se lever du lit.
La toux sèche s'était transformée en une toux profonde qui amenait du sang, et son corps, déjà naturellement mince, s'était transformé en peu plus que de la peau tendue sur des os. Tuberculose, ont-ils dit au dispensaire du quartier, où nous sommes allés après qu'elle se soit évanouie en revenant de la rivière avec un ballot de linge qu'elle avait lavé. Sans argent pour des médicaments adéquats, sans moyen de l'emmener dans un meilleur hôpital à Marseille, nous avons regardé, impuissants, pendant qu'elle dépérissait jour après jour, sa respiration devenant de plus en plus difficile, ses yeux, autrefois si vivants, s'enfonçant dans des cernes profondes comme des puits asséchés. Par une chaude nuit d'automne, alors que je tenais sa main de plus en plus froide, elle m'a appelé près d'elle, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque. « Élise, ma fille !» dit-elle entre des quintes de toux qui secouaient son corps fragile. « Maintenant c'est toi la femme de la maison. Prends soin de tes frères. Ne laisse pas ton père vous faire ce qu'il m'a fait. » Elle serra ma main avec une force surprenante, ses yeux soudain clairs et concentrés. « Promets-moi que tu seras forte, plus forte que je n'ai pu l'être. » J'ai promis, des larmes coulant silencieusement sur mon visage, sentant le poids du monde tomber sur mes épaules encore enfantines. Le lendemain matin, elle ne s'est plus réveillée. Son corps, enfin en paix, semblait plus petit, plus léger, comme si quelque chose d'essentiel était parti pendant la nuit, ne laissant qu'une enveloppe vide. Mon père n'a pas pleuré lors de l'enterrement simple. Il est resté immobile, le regard distant, pendant que le cercueil bon marché descendait dans la terre rouge du cimetière local. Ensuite, il a disparu pendant 3 jours, revenant plus ivre que jamais, sentant la femme bon marché et avec des traces de rouge à lèvres sur son col sale. À partir de là, prendre la place de ma mère était comme être jeté dans une rivière à fort courant sans savoir nager. Je me débattais, luttais pour garder la tête hors de l'eau, tout en essayant aussi de garder mes frères en sécurité. Soudain, à 15 ans, je cuisinais, lavais, repassais, m'occupais de la maison et tentais, d'une façon ou d'une autre, de continuer à étudier, car je savais que c'était ce que ma mère aurait voulu. Les mois qui suivirent furent un flou de travail incessant et de nuits sans sommeil. J'ai dû quitter l'école pour travailler, lavant du linge, comme le faisait ma mère, vendant des navettes et des socas que j'avais appris à faire, faisant de petits travaux de couture pour les dames plus aisées du quartier. Chaque centime allait à nourrir mes frères, à maintenir notre maison en état de marche, tandis que mon père s'enfonçait de plus en plus dans la boisson et les dettes. Il avait perdu son emploi dans la construction peu après la mort de ma mère, pour avoir trop manqué, pour être arrivé ivre, pour s'être disputé avec le contremaître. À partir de là, il ne faisait que des petits boulots occasionnels, et l'argent, quand il venait, arrivait rarement entre nos mains. Les dettes s'accumulaient. Des hommes ont commencé à apparaître à notre porte, réclamant, menaçant. « Ton père doit de l'argent à des personnes dangereuses », m'a dit un jour M. Bernard, propriétaire de l'épicerie du coin, qui nous laissait parfois prendre quelques provisions à crédit. « Fais attention, petite. » Je voyais la peur dans les yeux de mes frères quand ces hommes frappaient à la porte, quand ils criaient des menaces, quand ils jetaient des pierres sur notre toit en pleine nuit. Nos voisins, la plupart aussi pauvres que nous, aidaient comme ils pouvaient. Madame Dubois apportait parfois un peu de nourriture. Monsieur Blanc a réparé notre toit quand une tempête a arraché quelques tuiles, et l'institutrice, Madame Martin, passait occasionnellement pour apporter du matériel scolaire à mes frères, insistant pour qu'au moins eux continuent d'étudier. C'était en septembre 1987, près d'1 an et demi après la mort de ma mère, que ma vie a changé pour toujours. J'étais au marché du centre-ville, vendant des navettes et de la soca comme je le faisais 3 fois par semaine, quand j'ai remarqué un homme qui m'observait de loin. Ce n'était pas rare que des hommes me regardent. À 16 ans, j'avais déjà un corps de femme, et les harcèlements étaient constants. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce regard. Ce n'était pas de la luxure immédiate, c'était quelque chose de plus calculateur, plus froid, comme quelqu'un évaluant un produit. L'homme était d'âge moyen, s'habillait trop bien pour les standards locaux, avec une montre dorée et des bagues aux doigts. Sa peau était plus foncée que la mienne, et quand il s'est finalement approché pour acheter, j'ai remarqué son accent étranger en parlant français. « Tes navettes sont les meilleures que j'ai jamais goûtées », a-t-il dit, achetant toutes celles que j'avais dans mon panier. « C'est toi qui les fais ?» J'ai acquiescé,
méfiante, mais en même temps flattée par le compliment et l'achat généreux. « Tu cuisines très bien. Comment t'appelles-tu » J'ai répondu presque dans un murmure. « Élise. Quel joli nom, pour une jolie fille douée. » Il a continué à poser des questions, où j'habitais, si j'avais de la famille, si je travaillais seulement au marché. Quelque chose dans sa façon de parler, dans la manière dont ses yeux ne souriaient jamais, même quand sa bouche le faisait, m'a mise mal à l'aise. J'ai répondu vaguement, pris l'argent pour les navettes, plus qu'il n'aurait dû payer, et suis parti précipitamment, sentant son regard me suivre. À ma surprise, ce même soir, il est apparu chez nous, accompagné de mon père. Antoine semblait étrangement sobre et animé, ses yeux brillant d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Élise, viens rencontrer Monsieur Karim », a-t-il appelé, avec une cordialité forcée qui a immédiatement déclenché des alarmes dans mon esprit. Il a une proposition pour notre famille. Karim était élégant, portant un costume léger malgré la chaleur, apportant un cadeau, une bouteille de quelque chose qui sentait fort et étranger, que mon père a immédiatement ouverte pour commencer à boire directement au goulot. Nous nous sommes assis dans ce que nous appelions le salon, sur des bancs improvisés en bois, pendant que Karim expliquait qu'il était propriétaire de restaurants à l'étranger et cherchait des jeunes filles françaises talentueuses pour travailler comme cuisinières. Il parlait de salaires élevés, de comment je pourrais envoyer de l'argent à la maison, de comment la vie serait meilleure pour toute la famille. « Ton père m'a parlé de votre situation », a-t-il dit, ses yeux sombres m'évaluant comme un boucher évaluerait une pièce de viande. « Ce serait une opportunité en or pour une jeune fille talentueuse comme toi. » Pendant qu'il parlait, j'observais mon père. Il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement, la façon dont il acquiesçait vigoureusement à chaque mot de Karim, comment il évitait de me regarder directement, comment ses doigts tambourinaient nerveusement sur la bouteille. C'était le comportement de quelqu'un qui cache quelque chose, qui a déjà pris une décision dont il a honte. Un frisson m'a parcouru l'échine. « Où serait ce travail ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme. « Au Maroc », a répondu Karim avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Un pays magnifique, avec des gens accueillants. Le restaurant principal est à Marrakech. Tu aurais un logement, de la nourriture, tout compris, en plus du salaire. C'est une opportunité unique. » Le Maroc. Je savais à peine où se trouvait ce pays. À l'école, avant de devoir l'abandonner, nous avions très peu étudié la géographie mondiale, et l'Afrique du Nord n'était qu'une tache sur les vieilles cartes de la salle de classe. Comment serait-ce de vivre si loin de tout ce que je connaissais, dans un pays avec une culture si différente, une langue que je ne parlais pas? J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je finalement réussi à dire, mon estomac se tordant en nœuds. Quelque chose dans cette proposition, dans cet homme, me causait une sensation de danger imminent que je ne pouvais ignorer. Le visage de mon père s'est tordu en une expression qui oscillait entre colère et panique. « Réfléchir à quoi, petite ingrate? C'est l'opportunité de ta vie. Pense à tes frères, à leur avenir. » Sa voix avait un ton que je connaissais bien, le prélude à une explosion violente. Karim est intervenu doucement, sa voix mielleuse comme de l'huile sur des eaux troubles. « Bien sûr, c'est une décision importante. Mais j'ai besoin de savoir rapidement, car je retourne dans mon pays dans quelques jours. Toute la documentation, les billets, tout sera fourni par moi. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. » Quand Karim est finalement parti, avec la promesse de revenir le lendemain pour ma réponse, mon père m'a violemment tiré par le bras, me traînant vers l'arrière-cour où mes frères ne pouvaient pas nous entendre. Son haleine chaude de pastis m'a frappé, tandis qu'il serrait mon bras avec assez de force pour laisser des marques. « Tu vas accepter cette proposition, tu comprends? Ne sois pas ingrate après tout ce que j'ai fait pour toi. » Ses yeux, injectés par l'alcool, brillaient d'un mélange de désespoir et de cruauté qui m'a terrifiée. C'est notre chance, ma chance de sortir de cette misère. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose au fond de mon esprit criait qu'il y avait beaucoup plus dans cette proposition que ce qu'il semblait, que mon destin était scellé d'une manière que je ne comprenais pas complètement. Le lendemain matin, je suis allée chez Madame Renard, notre voisine la plus âgée, une dame aux cheveux blancs et à la sagesse ancienne, pour lui demander conseil. Je lui ai parlé de l'offre, de Karim, de la réaction de mon père. Madame Renard m'a écoutée en silence, ses yeux ridés se rétrécissant de plus en plus pendant que je parlais.
Quand j'ai terminé, elle a pris mes mains entre les siennes, rugueuses par le travail d'une vie entière. « Ma fille », a-t-elle finalement dit, sa voix basse et urgente, « j'ai peur pour toi. Ces histoires de travail à l'étranger, j'en ai déjà entendu d'autres. Des jeunes qui partent et ne reviennent jamais, ou reviennent détruites. Cet homme, ce Karim. Quelque chose chez lui ne me dit rien qui vaille. Et ton père ?» Elle a hésité, comme si elle pesait ses mots. « Ton père ne pense pas à toi. Il pense à lui-même. » Je suis rentrée chez moi le cœur lourd, sachant que je devrais affronter mon père, que je devrais refuser la proposition de Karim. Mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé une scène qui m'a glacé le sang. Mon père et Karim étaient assis dans le salon, des papiers étalés sur notre table improvisée de caisse. Et entre eux, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'argent. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Mon père a levé les yeux quand je suis entrée, et quelque chose dans son expression, un mélange de triomphe, de honte et de défi, m'a dit qu'il était trop tard. « Ah, te voilà !» a-t-il dit, sa voix faussement animée. « Nous réglons les derniers détails de ton voyage. Monsieur... » Karim est très généreux. « Je n'irai pas », ai-je réussi à dire, ma voix sortant plus faible que je ne l'avais voulu. « Je ne peux pas laisser mes frères. » Le sourire a disparu du visage de mon père, remplacé par une expression que je n'avais jamais vue auparavant, pure, distillée fureur. Il s'est levé si brusquement qu'il a renversé la chaise, avançant vers moi les poings serrés. « Petite ingrate, qui crois-tu être pour refuser ce que j'ai décidé, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Il m'a saisi par les épaules, me secouant violemment, son visage tordu à quelques centimètres du mien. « Tu iras, même si c'est attaché. » Karim observait la scène avec une expression neutre, presque ennuyée, comme s'il assistait à un spectacle qu'il avait déjà vu de nombreuses fois auparavant. Ce n'est que lorsque mon père a levé la main pour me frapper qu'il est intervenu. « Monsieur... Antoine, s'il vous plaît. Je ne veux pas que la marchandise soit abîmée. » Le mot « marchandise » est tombé comme une pierre dans le silence soudain qui a suivi. Marchandise. C'est alors que j'ai compris, avec une clarté cristalline, ce qui se passait. J'étais en train d'être vendue. Les heures suivantes sont floues dans ma mémoire, des fragments de scènes interrompus par la terreur. Je me souviens d'avoir essayé de courir, d'avoir été traînée de force à l'intérieur de la maison, de mon père qui criait, de Karim qui parlait d'une voix calme et froide de documents et d'arrangements. À un moment donné, j'ai remarqué que mes frères n'étaient pas à la maison. Mon père avait dû les envoyer quelque part, prévoyant ce qui allait se passer. Je me souviens d'avoir pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, d'avoir supplié, d'avoir menacé, tout en vain. L'accord avait déjà été conclu, l'argent avait déjà changé de main. J'étais maintenant la propriété de Karim. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Karim apportait des documents à signer, des choses que moi, avec mon éducation limitée, comprenais à peine. Passeport, visa, contrat de travail que je doutais être légitime. Il était toujours à mes côtés, sa présence une menace constante et silencieuse. Il n'y avait nulle part où fuir. Mon père me surveillait à la maison, et Karim m'accompagnait quand nous sortions. Lors d'une de ces sorties, pour prendre des photos pour le passeport, j'ai essayé de crier à l'aide dans le studio photo. Le photographe, un homme pâle et nerveux, a simplement détourné le regard, faisant semblant de ne pas entendre pendant que Karim serrait mon bras avec assez de force pour laisser des marques violettes, me chuchotant à l'oreille. « Crie encore, et tes frères en paieront le prix. » La veille de notre départ, par une nuit chaude et humide qui semblait annoncer un orage qui n'est jamais venu, j'ai réussi à obtenir quelques minutes seule avec mes frères. Ils avaient été tenus à l'écart de moi pendant la majeure partie des préparatifs, probablement pour qu'ils ne remarquent pas mon désespoir. Je les ai serrés de toutes mes forces, essayant de graver dans ma mémoire l'odeur de leurs cheveux, la sensation de leur petit corps contre le mien, sachant, au fond de mon cœur, que je ne les reverrai peut-être jamais. « Élise, pourquoi pleures-tu » a demandé mon plus jeune frère, alors âgé de seulement 7 ans, ses grands yeux sombres, si semblables à ceux de notre mère, pleins de confusion innocente. « Parce que vous allez me manquer », ai-je réussi à dire, avalant le nœud dans ma gorge. « Je vais travailler loin pour vous envoyer de l'argent, pour que vous puissiez continuer à étudier comme maman le voulait. » Mon frère du milieu, 10 ans, plus perspicace, a froncé les sourcils.
Mais tu vas revenir, n'est-ce pas? Bien sûr que je vais revenir, ai-je menti, me détestant pour cela, sachant que c'était une promesse que je ne pourrais probablement pas tenir. Et j'écrirai dès que je pourrai. Vous devez être fort, comme maman nous l'a appris. Mon frère aîné, alors âgé de 13 ans, me regardait avec une compréhension au-delà de son âge. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de peur et de résignation qui suggérait qu'il comprenait, au moins en partie, ce qui se passait réellement. « Élise », a-t-il dit doucement, quand les deux autres ont été distraits par quelque chose. « Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Cet homme, il n'a pas l'air bon. » Pendant un moment, j'ai pensé à dire la vérité, à crier pour qu'il s'enfuit, pour qu'il cherche de l'aide. Mais où irait-il? Qui croirait des enfants? Et la menace de Karim résonnait encore dans mes oreilles. « Tout ira bien », ai-je murmuré, les mots sonnant faux, même pour moi. « Je promets que, quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de revenir vers vous. » Le lendemain matin, Karim est venu nous chercher dans une grande voiture noire, le genre de véhicule qu'on n'avait jamais vu dans notre petite ville. Mon père était étrangement sobre, habillé de ses meilleurs vêtements, chemise blanche repassée, pantalon sans raccommodage, comme s'il se rendait à un événement important. Quand il m'a embrassé pour me dire au revoir, son corps raide contre le mien, il m'a chuchoté à l'oreille « Ne me fais pas honte ». Il n'y avait aucune affection dans sa voix, juste un avertissement. C'était la dernière chose qu'il m'a dite. Le voyage fut un flou d'aéroports, de formulaires et de peurs constantes. D'Apt à Marseille, de Marseille à Paris et de Paris à Casablanca, chaque étape m'éloignant davantage de tout ce que je connaissais, m'enfonçant plus profondément dans un cauchemar que je ne pouvais pas encore complètement comprendre. Karim était toujours à mes côtés, contrôlant chacun de mes mouvements, m'instruisant sur quoi dire, comment me comporter. « Souris », ordonnait-il quand nous passions l'immigration. « Dis que tu es ma nièce qui vient visiter la famille. » J'obéissais, trop terrifié pour faire quoi que ce soit d'autre. Je me souviens d'avoir regardé par le hublot de l'avion pendant le vol vers Casablanca, observant l'infini de la Méditerranée en dessous, pensant que si l'avion s'écrasait, ce serait presque un soulagement. Je n'avais jamais pris l'avion auparavant et, dans d'autres circonstances, j'aurais été émerveillé par l'expérience de voler, de voir les nuages de près. Mais tout ce que je ressentais était une terreur grandissante, une compréhension de plus en plus claire que j'allais dans un endroit d'où je ne reviendrais peut-être jamais. De Casablanca, nous avons pris un autre avion pour Marrakech. Quand nous avons finalement débarqué, l'impact fut immédiat. La chaleur était différente, sèche et oppressive, l'air rempli d'odeurs étranges et exotiques, les gens habillés d'une manière que je n'avais jamais vue, parlant une langue complètement étrangère pour moi. Je me sentais comme si j'avais atterri sur une autre planète, une planète où j'étais complètement vulnérable et seule. Karim m'a conduite vers une grande maison dans la périphérie de Marrakech. De l'extérieur, elle ressemblait à un palais comparé à mon humble maison à Apt, avec de hauts murs et un portail en fer forgé. À l'intérieur, c'était encore plus impressionnant. Sol de marbre, meubles luxueux, serviteurs qui se déplaçaient silencieusement comme des ombres. Là, je fus présenté à un homme nommé Rachid El Fassi, un Marocain corpulent d'âge moyen, avec une barbe grisonnante bien taillée et des yeux qui semblaient évaluer tout en termes de valeur monétaire. Rachid et Karim ont longuement conversé en arabe, une langue qui pour moi sonnait comme une rivière de sons incompréhensibles. Occasionnellement, ils me regardaient et riaient, un rire qui faisait se nouer mon estomac de peur. Finalement, Karim s'est tourné vers moi et a dit, en français, « Voici Monsieur Rachid, tu vas travailler pour lui maintenant. » Puis, sans plus d'explication, il a pris une mallette que Rachid lui a remise, lui a serré la main et est parti, me laissant seul avec cet étranger dans un pays étranger. C'était la dernière fois que je voyais Karim. Rachid m'a conduite à travers la maison, parlant dans un français entrecoupé de mots arabes. Nous avons monté un escalier de marbre jusqu'au premier étage, où il a ouvert la porte d'une chambre et m'a poussé à l'intérieur, la verrouillant ensuite. La chambre était petite, mais luxueuse, avec un grand lit couvert de coussins de soie, une salle de bain attenante et une petite fenêtre couverte de grilles ornementées. J'ai mis quelques instants à réaliser ce qu'était cet endroit. Pas une chambre, mais une cellule. Une prison luxueuse. Je suis resté là,
tremblante, sans comprendre complètement ce qui se passait. Des heures plus tard, une femme est entrée apportant des vêtements, des tissus fins et colorés, certains presque transparents. Par geste, elle m'a indiqué que je devrais me doucher et mettre ces vêtements. J'ai obéi, encore en état de choc, laissant l'eau chaude, un luxe que nous avions rarement à la maison, laver la saleté du voyage, mais pas la terreur qui grandissait dans ma poitrine. Habillée de ces vêtements étranges, qui me laissaient inconfortablement exposée, j'ai été conduite jusqu'à Rachid. Il m'a regardée de haut en bas, un sourire satisfait sur son visage gras. Ensuite, dans son français rudimentaire, il a rendu claire ma situation. « Tu n'es pas cuisinière, tu es ma propriété maintenant, comment dit-on, femme. » Il a ri, un son guttural qui m'a donné envie de vomir. « Karim m'a dit que tu es vierge, c'est bien, beaucoup d'argent pour vierge française. » L'horreur de ma situation m'a finalement frappée de plein fouet. Je n'avais pas été amenée pour travailler dans un restaurant. J'avais été vendue comme esclave sexuelle. Mon propre père m'avait vendue à cet homme. Les larmes que j'avais retenues pendant des jours ont finalement coulé, incontrôlables. Je suis tombée à genoux, sanglotant, suppliant en français qu'il me laisse rentrer à la maison. Rachid regardait simplement, impassible, avant d'appeler 2 hommes qui m'ont traîné de retour dans la chambre. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose dont j'ai encore du mal à parler, même après tant d'années. Rachid est venu dans ma chambre cette nuit-là. La douleur, l'humiliation, le sentiment de violation si profond qu'il semblait que mon âme avait été déchirée en 2. J'ai crié jusqu'à perdre ma voix, j'ai supplié, j'ai lutté de toutes mes forces, mais rien n'y a fait. Quand il a terminé, il a dit quelque chose en arabe et est sorti, verrouillant la porte. Je suis restée là, recroquevillée sur le lit, saignant, pleurant silencieusement, souhaitant mourir. Cette nuit n'était que le début. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Le temps perdait sa signification dans cette prison dorée. J'étais la propriété de Rachid, utilisée quand et comme il le désirait, parfois prêtée à des amis et des associés d'affaires. Mon corps ne m'appartenait plus. C'était un objet, une marchandise à utiliser puis à ranger à nouveau. J'ai rapidement appris que résister ne faisait qu'empirer les choses. La résistance était rencontrée par la violence, des punitions qui laissèrent des marques physiques et mentales que je porte encore aujourd'hui. La cicatrice sur mon cou, que j'ai montrée au début de cette vidéo, a été faite après ma 3e tentative de fuite, environ 6 mois après mon arrivée. J'avais réussi à m'échapper de la chambre en utilisant une épingle à cheveux pour forcer la serrure. J'étais arrivée jusqu'au mur du jardin. J'avais presque atteint la liberté. Mais les gardes m'ont rattrapée. Rachid a personnellement brandi le poignard cérémoniel, un objet décoré de pierres précieuses qui normalement était exposé dans son salon. « La prochaine fois, » a-t-il dit dans son français hésitant, tandis que la lame aiguisée coupait superficiellement ma peau, « je coupe plus profond, peut-être la gorge. » Le sang a coulé chaud le long de mon cou, se mélangeant à mes larmes tandis que les gardes me traînèrent de retour vers mon cachot doré. Cette cicatrice est devenue un rappel constant de ce qui arriverait si j'essayais de m'enfuir à nouveau. Peu à peu, pour survivre, j'ai appris à me dissocier. C'était comme s'il y avait 2 Élises, celle qui subissait les abus, dont le corps était utilisé et violé quotidiennement, et celle qui observait de loin, celle qui se réfugiait dans des souvenirs d'enfance, dans des pensées de mes frères, dans des rêves de ce qui aurait pu être. Cette séparation était la seule façon de maintenir ma sanité, de préserver une partie de moi qu'il ne pouvait pas toucher, ne pouvait pas posséder. J'ai appris l'arabe petit à petit, par nécessité. Au début, c'était juste pour comprendre les ordres, pour éviter les punitions, pour avoir désobéi à des commandes que je ne comprenais pas. Ensuite, c'est devenu un outil. Plus je comprenais, plus je pouvais recueillir d'informations, plus je percevais ma situation. J'écoutais les conversations des gardes, des autres femmes qui travaillaient dans la maison, des visiteurs de Rachid. J'ai commencé à assembler le puzzle du monde dans lequel j'avais été jetée. La maison de Rachid n'était pas seulement une résidence, c'était une plaque tournante d'affaires louches. Trafic humain, drogue, armes illégales, pots de vin à des politiciens.
Les conversations que j'entendais depuis ma chambre, les réunions auxquelles j'étais occasionnellement amené comme divertissement, révélaient un empire criminel qui s'étendait sur plusieurs pays. Karim, l'homme qui m'avait vendu, n'était qu'un petit pion dans ce jeu, un chasseur qui cherchait de la marchandise dans des pays pauvres. J'ai découvert que je n'étais pas la seule. Rachid avait d'autres femmes, de différentes nationalités, toutes achetées, toutes prisonnières comme moi. L'une d'elles était Anastasia, une Russe quelques années plus âgée que moi. Nos chambres étaient proches, et parfois nous arrivions à échanger quelques mots à travers les murs minces quand les gardes n'étaient pas à proximité. Son français était meilleur que le mien, et nous communiquions dans cette langue, chuchotant pendant la nuit quand la maison devenait plus silencieuse. C'est elle qui m'a donné la seule chose qui m'a maintenue en vie pendant ces années, l'espoir. « Ils sont forts, mais nous sommes plus intelligentes », chuchotait-elle, sa voix à peine un souffle dans l'obscurité. « Observe, apprends, attends. L'opportunité vient toujours pour qui sait attendre. » Anastasia avait été danseuse à Moscou avant d'être trompée par une promesse de carrière internationale. Elle était dans la maison de Rachid depuis 5 ans quand elle m'a rencontrée. Au début, j'ai aussi essayé de m'enfuir. J'ai des cicatrices pour le prouver, m'a-t-elle confié une fois. Mais j'ai appris que je dois être plus intelligente, plus patiente, et j'ai besoin d'une alliée. Peu à peu, nous avons élaboré un plan d'évasion. Ce fut un processus de plusieurs années, des années d'observation patiente, d'apprentissage des habitudes de tous dans la maison, de gagner de petites confiances, de cacher de petits objets qui pourraient être utiles. La clé de notre stratégie était Youssef, l'un des plus jeunes gardes. Un homme d'à peine plus de 20 ans, avec des yeux gentils qui semblaient déplacés dans cet environnement brutal. Youssef avait un faible pour moi. Je l'avais remarqué par la façon dont il évitait mon regard quand il m'apportait des repas, par la façon dont il laissait parfois des portions supplémentaires de nourriture, de petits actes de bonté déguisés en négligence. Anastasia m'a encouragé à exploiter cette faiblesse. « Pas avec ton corps », a-t-elle précisé, sachant combien cette idée serait répugnante après tout ce que nous avions traversé. « Avec une histoire, avec de l'humanité, rappelle-lui que tu es une personne, pas une chose. » J'ai commencé à laisser tomber de petites parties de mon histoire quand Youssef était à proximité. Des fragments sur ma famille, mon enfance, mes rêves détruits. Je parlais dans un mélange d'arabe approximatif et de français, des mots chargés d'émotion. Peu à peu, il a commencé à répondre, d'abord avec juste des regards, puis avec des mots rapidement chuchotés. J'ai découvert qu'il était aussi une victime de circonstances. Un jeune homme de famille pauvre, obligé de travailler pour Rachid pour payer les dettes de son père. « Je n'aime pas ce qui se passe ici », a-t-il confessé une fois, les yeux baissés. « Mais ma famille mourra si je pars. » Pendant ce temps, Anastasia et moi continuions à collecter et à cacher des choses. Un morceau de métal arraché à la structure du lit, un canif subtilisé de la cuisine lors d'une rare occasion de sortir de la chambre, de l'argent prélevé en petite quantité des poches de vêtements laissées dans la chambre durant les services que nous étions forcés de rendre. Nous faisions des empreintes de clés dans du savon, nous testions quelle barre de la fenêtre était la plus faible, nous mémorisions les tours de garde. Notre chance est finalement venue la 5e année de ma captivité, en 1992. Rachid est parti au Liban pour affaires, emmenant avec lui plusieurs des gardes. La sécurité était réduite et Youssef avait été affecté au tour de nuit. C'était le moment que nous attendions. Cette nuit-là, j'ai utilisé l'excuse d'être malade, quelque chose que j'avais fait quelques fois auparavant pour tester les réactions. Youssef, inquiet, a ouvert la porte de ma chambre. C'était la chance dont Anastasia avait besoin. Elle avait réussi à s'échapper de sa chambre en utilisant une clé que nous avions modelée patiemment au cours des mois. Quand Youssef est entré dans ma chambre, elle l'a attaqué par derrière avec le morceau de métal aiguisé que nous avions préparé. Nous ne l'avons pas tué. Nous n'étions pas des meurtrières, juste des femmes désespérées pour la liberté. Nous l'avons seulement rendu inconscient, attaché et bâillonné avec des bandes de drap. Nous avons pris ses clés, son argent, sa pièce d'identité. Dans le bureau de Rachid, que nous connaissions bien après des années d'observation de la maison, nous avons trouvé de l'argent et quelques documents qui pourraient être utiles. Ensuite, nous nous sommes enfuis par la fenêtre de la cuisine, la seule sans barreaux dans toute la maison. La chute était de près de 3 mètres.
Anastasia s'est cassé la cheville en touchant le sol, un bruit sec suivi d'un gémissement étouffé qu'elle a contenu en mordant son propre poing. Malgré cela, nous avons continué, elle appuyait sur moi, boitant dans les rues sombres de Marrakech, deux femmes étrangères presque méconnaissables après des années de captivité, avec seulement les vêtements que nous portions et le désespoir de celles qui savent qu'être capturées signifierait une punition pire que la mort. Marrakech la nuit était un labyrinthe de ruelles étroites, de constructions anciennes qui semblaient toutes identiques à nos yeux désorientés. Nous n'avions pas de plan clair au-delà de « trouver de l'aide », idéalement une ambassade, mais comment la trouver sans attirer l'attention, sans documents propres, sans parler couramment la langue. Chaque ombre semblait un poursuivant, chaque personne dans la rue un informateur potentiel de Rachid. Notre plan était d'atteindre la zone la plus touristique et internationale de la ville, où nous croyions que se trouvait la majorité des ambassades. Nous avons demandé des indications à un chauffeur de taxi, offrant de l'argent, ne mentionnant pas les ambassades, demandant seulement d'aller à un hôtel international. L'homme nous a regardés avec méfiance, deux femmes blessées, l'une boitant, sans bagages, offrant trop d'argent pour la course. Mais la cupidité a parlé plus fort, et il nous a emmenés. Au centre, nous avons vu le drapeau russe flottant sur un bâtiment. La chance nous souriait enfin. Anastasia, malgré sa douleur intense, a presque couru vers l'entrée de l'ambassade, implorant dans sa langue maternelle tandis que je la suivais, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Nous avons affronté des gardes méfiants, des fonctionnaires réticents, des bureaucraties kafkaïennes même face à notre désespoir évident. Mais la persistance d'Anastasia, son éloquence en russe et les marques évidentes d'abus sur nos corps ont finalement convaincu un fonctionnaire plus sensible de nous écouter. Les détails de ce qui s'est passé ensuite sont flous dans ma mémoire, fragmentés par le traumatisme, la peur, l'épuisement. Je sais que nous avons été placés dans une petite salle à l'intérieur de l'ambassade, où nous nous sommes enfin sentis suffisamment en sécurité pour nous effondrer, pleurer, crier, libérer des années de terreur contenue. Je me souviens du médecin qui a examiné nos blessures, son expression horrifiée en voyant les cicatrices anciennes et récentes qui couvraient nos corps. Je me souviens d'une femme gentille qui nous a apporté des vêtements propres, de la nourriture chaude, qui nous a parlé d'une voix basse et calme, comme si elle s'occupait d'animaux effrayés, ce que, d'une certaine façon, nous étions. Nous sommes restés sous la protection de l'ambassade russe pendant des semaines. Anastasia, étant citoyenne russe, a vu son cas traité plus rapidement. Mais j'étais française, et la communication avec les autorités françaises a été compliquée, lente, bureaucratique. Il y avait des doutes sur mon identité. Je n'avais pas de documents propres, seulement le faux passeport que Karim avait fourni des années auparavant. Il y avait des questions diplomatiques impliquées, relations entre pays, juridictions, procédures, et il y avait Rachid. Même de l'intérieur de l'ambassade, nous sentions son ombre. Il a utilisé ses connexions politiques au Maroc pour tenter de nous récupérer, alléguant que nous étions des voleuses qui avaient cambriolé sa maison, que nous avions blessé l'un de ses employés. Les pressions sur l'ambassade étaient intenses et à plusieurs reprises, nous avons craint d'être rendus à lui. C'est pendant cette période d'angoissant limbe que Sophie est entrée dans ma vie. Elle était une fonctionnaire consulaire française envoyée de Rabat pour s'occuper de mon cas. Une femme d'âge moyen, à la posture ferme et aux yeux qui semblaient en voir à travers les mensonges. Quand nous nous sommes rencontrés, elle a pris mes mains, le premier contact gentil de quelqu'un de mon pays depuis des années, et m'a parlé en français, un son qui m'a fait pleurer instantanément. « Nous allons te ramener chez toi », a-t-elle promis, sa voix ferme et déterminée. Sophie a été infatigable. Elle a affronté la bureaucratie, des menaces voilées, des obstacles apparemment insurmontables. Elle a travaillé jour et nuit pour vérifier mon identité, pour créer des documents d'urgence, pour garantir ma sécurité tout au long du processus. « Je ne laisserai pas qu'ils te ramènent à ce monstre », m'a-t-elle promis une nuit, quand elle m'a trouvé en pleurs après un cauchemar particulièrement violent. « Tu es une citoyenne française, et je vais me battre pour toi de toutes mes forces. » La bataille de Sophie a duré presque 2 mois. 2 mois d'angoisse, de peur, de cauchemars qui me faisaient me réveiller en hurlant. 2 mois où chaque bruit hors de l'ambassade semblait être Rachid venant me chercher.
Chaque visage inconnu, un ravisseur potentiel. Mais elle a persisté, déplaçant des montagnes diplomatiques, naviguant dans des labyrinthes bureaucratiques, avec une détermination de fer. Les adieux à Anastasia ont été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais affrontées. Elle est partie avant moi, de retour en Russie, où elle avait une sœur qui l'attendait. Nous étions devenus sœurs dans les tranchées du même enfer, partageant un lien que personne n'ayant pas vécu ce que nous avions vécu ne pourrait comprendre. « Tu vas t'en sortir », m'a-t-elle dit, tenant mon visage entre ses mains. Nous avons survécu au pire. Maintenant, nous allons vivre. Nous avons échangé des adresses, des promesses de rester en contact, bien qu'au fond, nous sachions que nous ne nous reverrions probablement jamais. Le passé que nous partagions était trop lourd à porter ensemble dans l'avenir. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, j'ai obtenu les documents nécessaires et la permission de quitter le pays. Sophie m'accompagnerait sur le vol jusqu'en France, assurant ma sécurité tout au long du trajet. La nuit précédant notre départ, je n'ai presque pas dormi, divisée entre la peur que quelque chose tourne mal à la dernière minute et l'anxiété presque douloureuse de finalement rentrer chez moi. Le vol de retour en France a été comme un rêve fiévreux. Assise à côté de Sophie, regardant par le hublot les nuages en dessous de nous, je n'arrivais toujours pas à croire que j'échappais réellement. Chaque secousse de l'avion me faisait craindre que nous tombions, que je n'arriverais jamais en France, que je me réveillerais de retour dans cette chambre étouffante, avec Rachid entrant par la porte. « Combien de temps suis-je restée là-bas » ai-je demandé à Sophie à un moment, réalisant que j'avais complètement perdu la notion du temps. « 8 ans, a-t-elle répondu doucement. Tu as été emmenée en 1987 et nous sommes maintenant en 1995. Tu as 24 ans maintenant. 8 ans. 8 ans volés de ma vie. Des années qui auraient dû être faites de découvertes, de jeunesse, de croissance, remplies seulement de douleur et de survie. J'ai pleuré silencieusement, regardant par le hublot, pensant à tout ce que j'avais perdu, à qui j'aurais pu être si mon propre père ne m'avait pas vendu comme une marchandise. Quand nous avons finalement atterri en France, à Paris, la sensation de fouler à nouveau le sol français fut bouleversante. L'odeur de l'air, les sons familiers, les gens parlant français autour de moi, c'était comme renaître. Mais avec ce soulagement est venue une peur nouvelle et inattendue. Comment vivre à nouveau? Comment exister dans le monde après tout ce que j'avais vécu? J'avais survécu à la captivité, mais serais-je capable de survivre à la liberté? Les premiers mois furent les plus difficiles. Grâce à Sophie, je fus dirigée vers un foyer temporaire, un lieu sûr où je pourrais commencer ma récupération physique et psychologique. Mon corps était maigre et faible, couvert de cicatrices visibles et invisibles. Mon esprit était fragmenté par le traumatisme, hanté par des cauchemars et des flashbacks constants. Je ne savais pas comment me comporter dans des situations sociales normales, comment faire confiance aux gens, comment exister sans peur constante. Tout m'effrayait. Les bruits forts me faisaient paniquer, le contact d'étrangers me plongeait dans la terreur, les espaces clos ramenèrent la sensation claustrophobique de la captivité. Dormir était un martyre. Chaque fois que je fermais les yeux, Rachid était là, sa présence si réelle que je me réveillais en hurlant, couverte de sueur froide. Les thérapeutes et assistantes sociales étaient patientes et gentilles, mais la route vers la guérison était longue et tortueuse. « Ça prendra du temps », me disait-elle. « Sois patiente avec toi-même. » Finalement, quand je me suis sentie assez forte, j'ai demandé des nouvelles de ma famille. Je voulais savoir ce qui était arrivé à mes frères. Sophie, qui était restée en contact même après m'avoir laissée au foyer, a passé quelques coups de fil et a découvert que mon père était mort 2 ans après mon départ, dans une bagarre de bar. Mes frères avaient été séparés et envoyés chez différents parents. L'aîné, maintenant âgé de 21 ans, vivait à Marseille. Les 2 autres, nous n'avons pas pu les localiser immédiatement. J'ai décidé de ne pas retourner en Provence. Il y avait trop de souvenirs douloureux, et je craignais la stigmatisation que je pourrais affronter, la fille qui a été vendue, l'ex-esclave sexuelle. Paris, avec son anonymat, semblait un meilleur endroit pour recommencer, pour me reconstruire loin des regards curieux et jugeants. Avec l'aide du foyer, j'ai obtenu une petite chambre dans une pension et un emploi comme aide-cuisinière dans un restaurant du centre-ville. Le propriétaire, M. Laurent, était un homme bienveillant qui n'a pas posé de questions sur mon passé.
m'a juste donné une chance quand beaucoup d'autres ne l'auraient pas fait. Tu n'as pas besoin de dire d'où tu viens, ma petite, m'a-t-il dit le premier jour. Tout le monde ici a une histoire. L'important, c'est où tu vas. Monsieur Laurent, sans le savoir, m'a fait l'un des plus grands cadeaux possibles, un espace où je n'étais pas définie par mon traumatisme, où je pouvais être simplement Élise, l'aide cuisinière avec un talent pour les assaisonnements. Apprendre à vivre à nouveau fut un processus quotidien. Chaque petite liberté, choisir quoi porter, décider quand manger, marcher seule dans la rue, était à la fois terrifiante et merveilleuse. La thérapeute qui m'accompagnait, docteur Moreau, m'a aidé à comprendre que ce qui m'était arrivé n'était pas ma faute, que je ne méritais pas ce que mon père, Karim et Rachid m'avaient fait. « Tu n'es pas défini par ton traumatisme, me disait-elle. Tu es défini par ta résistance, par ta capacité à survivre et pourtant à conserver ton humanité. » Avec le temps, j'ai gagné en confiance. J'ai repris mes études, terminant le collège et le lycée grâce à un programme pour adultes. Les lettres, auparavant de simples symboles sur une page, devinrent à nouveau des portes vers des mondes où je pouvais m'échapper, où je pouvais être quelqu'un d'autre pour quelques heures. J'ai rencontré des personnes qui sont devenues des amis, bien qu'il ait fallu des années avant que je puisse faire suffisamment confiance pour raconter mon histoire à quelqu'un. La première personne à qui je me suis confiée fut Claire, une collègue de travail devenue ma meilleure amie. Une femme d'une trentaine d'années, célibataire, avec un cœur généreux et un sens de l'humour qui me faisait rire même dans les jours les plus difficiles. Je lui ai raconté par fragments des morceaux d'histoire qui sortaient peu à peu, comme des éclats de verre que j'enlevais douloureusement de mon âme. Elle n'a pas reculé horrifiée, comme je le craignais. Elle a juste écouté, pleuré avec moi, m'a prise dans ses bras quand j'ai permis d'être enlacée, ce qui, au début, était rare et difficile. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée », m'a-t-elle dit un soir, après que j'ai partagé l'un des épisodes les plus douloureux de ma captivité. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais brisée, endommagée, au-delà de toute réparation. Mais quelque chose dans ces paroles a planté une graine en moi. L'idée que survivre n'était pas une faiblesse, mais une force. Que continuer à vivre, malgré tout, était un acte quotidien de courage. La recherche de mes frères est devenue une obsession. Avec l'aide de Sophie, qui même des années plus tard maintenait un contact occasionnel, j'ai localisé mon frère aîné, Thomas, qui vivait à Marseille avec une tante maternelle. Nos retrouvailles furent un mélange aigre-doux de joie et de douleur. Il avait tellement grandi, un homme maintenant, plus le garçon que j'avais laissé derrière. Ses yeux, autrefois pleins d'innocence enfantine, portaient désormais une dureté, une maturité forcée par les années difficiles. « J'ai toujours su que tu n'étais pas parti par choix », m'a-t-il dit, alors que nous prenions un café dans un bistrot bruyant de Marseille. « Papa disait que tu nous avais abandonnés, que tu étais ingrate, que tu t'étais enfuie avec un homme. Mais je savais, j'ai vu l'argent qu'il a reçu, j'ai entendu les conversations. » Sa voix était chargée non seulement de tristesse, mais de culpabilité. La culpabilité d'un enfant qui n'a pas pu protéger sa grande sœur. J'ai essayé de le dire aux adultes, mais personne ne m'a cru. Je n'étais qu'un gamin. Par Thomas, j'ai découvert que mon frère du milieu, Marc, vivait à Nice, essayant de faire carrière comme musicien. Le plus jeune, Lucas, avait été adopté par une famille de Lyon et nous avions perdu le contact. Ce fut un coup de poignard au cœur de savoir que je ne le reverrais peut-être jamais, mais en même temps, il y avait une consolation à penser qu'il avait peut-être eu une vie meilleure, loin des souvenirs douloureux, avec une famille qui l'aimait et prenait soin de lui. Les retrouvailles avec Marc, des mois plus tard, furent encore plus complexes. Il avait suivi un chemin difficile, drogue, petits délits, une vie en marge. Quand nous nous sommes vus, dans un parc du centre de Nice, il était trop maigre, avec des cernes profonds et une agitation constante qui trahissait son addiction. Il ne m'a pas reconnu immédiatement. Pour lui, j'étais presque une étrangère, juste un vague souvenir d'enfance. « Élise ? Ma sœur Élise ?» a-t-il répété plusieurs fois, comme s'il testait le son de mon nom, essayant de relier la femme devant lui à la fille de ses souvenirs fragmentés. « Je croyais que tu étais morte, ou pire. » Il n'a pas demandé où j'avais été,
ce qui m'était arrivé. Peut-être l'intuition, peut-être préférait-il ne pas savoir. Sa propre vie était déjà assez lourde à porter sans le poids de mon histoire. J'ai essayé de l'aider, de lui offrir un chemin hors de cette vie autodestructrice. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Nos rencontres sont devenues de plus en plus rares, les promesses de « je vais changer » de plus en plus vides, jusqu'à ce qu'un jour, je reçoive la nouvelle que Marc avait été retrouvé mort d'overdose dans une ruelle de Nice. Une autre vie détruite indirectement par les choix égoïstes de mon père. Le deuil de Marc fut compliqué, un mélange de tristesse, de colère et de culpabilité. Je me demandais constamment si j'aurais pu faire plus, si j'étais revenu plus tôt, si je n'avais pas été vendu, si j'avais réussi à m'enfuir plus tôt. Dr Moreau m'a aidé à traiter ces sentiments, à comprendre que j'étais aussi une victime, que je n'aurais pas pu sauver tout le monde. « Tu ne peux pas porter le monde sur tes épaules », me disait-elle. « Ce n'est pas toi qui as causé cela, c'est toi qui y as survécu. Il y a une différence. » Les années ont passé, et lentement, j'ai reconstruit ma vie. J'ai terminé le lycée et, encouragée par Claire et Dr Moreau, je me suis inscrite à une formation professionnelle en gastronomie. La cuisine, qui avait fait partie de la fausse promesse qui m'avait conduite en enfer, est devenue, ironiquement, un lieu de guérison. Il y avait quelque chose de thérapeutique dans les mouvements répétitifs de couper, remuer, assaisonner, dans la transformation d'ingrédients bruts en quelque chose de nutritif et beau. En 2001, à 30 ans, j'ai réussi à ouvrir ma propre entreprise. Un petit service de traiteur qui a commencé dans la cuisine de ma maison et s'est progressivement agrandi vers un espace dédié. Je me suis spécialisée dans la cuisine provençale, apportant les saveurs de mon enfance, transformant des souvenirs douloureux en quelque chose de positif. L'odeur de l'aïoli, des herbes de Provence, de la ratatouille, des arômes qui me reliaient à une époque avant que tout n'aille mal, à une fille qui croyait encore au monde. C'est grâce à mon service de traiteur que j'ai rencontré Pierre, un professeur d'université qui a engagé mes services pour un événement académique. Un homme gentil, à la parole douce et aux gestes calmes, avec des yeux qui montraient une patience que je n'avais jamais vue chez un homme auparavant. Notre relation a commencé professionnellement, a évolué vers une amitié prudente de ma part, et finalement vers quelque chose de plus. Le premier homme qui m'a touchée après Rachid fut une expérience terrifiante et cathartique, des moments de panique alternant avec des moments d'une tendresse si intense qu'elle me faisait pleurer. Pierre connaissait des parties de mon histoire, pas tout, car certaines choses étaient trop lourdes à partager même avec quelqu'un que j'aimais. Il n'a jamais fait pression pour plus que je ne pouvais donner, n'a jamais exigé d'explications quand je me réveillais en criant au milieu de la nuit, ne s'est jamais offensé quand j'avais besoin d'espace. Sa gentillesse constante fut un baume pour des blessures que je pensais ne jamais cicatriser. « Je n'essaie pas de te réparer », m'a-t-il dit une fois, quand j'ai exprimé ma peur d'être un fardeau, d'être trop endommagé pour une relation normale. Personne n'est brisé, nous sommes tous en processus. Certains processus sont juste plus complexes que d'autres. Nous nous sommes mariés en 2005, une cérémonie petite et intime avec seulement quelques amis proches. Thomas est venu apportant sa femme et sa petite fille, ma nièce que je connaissais à peine. Claire était ma témoin. Sophie, qui était devenue une amie distante mais constante, a envoyé des fleurs et une lettre émouvante. Ce fut un jour que je n'aurais jamais imaginé vivre, un jour de joie pure, sans ombre du passé. Je n'ai pas eu d'enfant biologique. Les abus que j'ai subis ont laissé des séquelles physiques qui ont rendu la grossesse improbable. Pendant un temps, ce fut une autre blessure, une autre chose que Rachid et mon père m'avaient volée. Mais avec les années, cette douleur aussi s'est transformée. Pierre et moi avons adopté 2 enfants, un garçon de 7 ans et une fille de 5 ans, frères et sœurs qui avaient été dans des familles d'accueil depuis leur petite enfance. Lucas et Emma sont arrivés dans nos vies comme des ouragans, pleins d'énergie, de peur et d'espoir. Des enfants qui, comme moi, avaient affronté des abandons et des traumatismes, mais qui avaient encore une chance d'avoir une enfance qui ne serait pas définie uniquement par cela. Leur donner l'amour, la sécurité et les opportunités qui m'avaient été refusées est devenu mon but. Voir leur sourire, leur réussite quotidienne, la façon dont ils ont progressivement commencé à croire qu'ils ne seraient là pas à nouveau abandonnés,
Ce fut la guérison la plus profonde que j'ai jamais connue. Les cauchemars n'ont jamais complètement disparu. Aujourd'hui encore, 30 ans plus tard, je me réveille parfois baigné de sueur, le cœur battant, la sensation de main me retenant si réelle que je dois allumer toutes les lumières pour me convaincre que je suis en sécurité. Il y a certaines odeurs, un parfum spécifique, l'odeur de certaines épices, qui me causent des flashbacks si vifs que je dois m'asseoir, respirer, m'ancrer dans le présent. Il y a des jours où le poids des souvenirs est si lourd que j'arrive à peine à me lever du lit. Mais ces jours sont de plus en plus rares, et entre eux, il y a des jours de joie pure, de but, d'une vie qui valait la peine de se battre pour l'avoir. Il y a le rire des enfants, l'amour tranquille de Pierre, les petites victoires de mon entreprise, les moments de connexion avec des amis, les repas partagés, les câlins, les rêves pour l'avenir. Il y a la femme que je suis devenue, non pas malgré le traumatisme, mais à travers lui. Une femme qui connaît le pire de l'humanité, mais choisit quotidiennement de croire au meilleur. Je ne suis jamais retournée à Apt. Les souvenirs sont trop lourds, les fantômes trop proches. Je n'ai jamais cherché justice contre mon père, il était déjà mort quand je suis revenue, et que pourrait-on faire contre quelqu'un qui n'existe plus? Karim et Rachid restent impunis. Des hommes comme eux, avec de l'argent et des connexions, font rarement face aux conséquences de leurs crimes, surtout dans un monde où la valeur de femmes comme moi est si basse. Pendant longtemps, j'ai porté une colère corrosive en moi. Colère contre mon père qui m'a vendue, contre Karim qui m'a trompée, contre Rachid qui m'a possédée, contre un monde qui permet que des choses comme ça arrivent. Cette colère a été du carburant pendant des années. Elle m'a maintenue en vie en captivité, m'a donné la force de reconstruire ma vie après. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'elle me rongeait aussi de l'intérieur, me consumant autant qu'elle avait consumé mes agresseurs. Je n'appelle pas ce que je ressens aujourd'hui le pardon. Ce mot est trop léger pour le poids de ce qui s'est passé. Je l'appelle libération. Je me suis libérée du pouvoir qu'ils exerçaient encore sur moi à travers la haine. Je n'ai pas oublié, je n'ai pas justifié, je n'ai pas minimisé. J'ai simplement choisi de ne pas les laisser définir le reste de ma vie, comme ils ont défini 8 ans de celle-ci. Aujourd'hui, à 54 ans, je regarde en arrière et je vois un voyage qui semble impossible. De la fille naïve d'Apt à l'esclave sexuelle au Maroc, de la survivante traumatisée à la femme d'affaires, épouse et mère. Un voyage de douleur inimaginable, mais aussi d'une résistance que je ne savais même pas posséder. Je porte des cicatrices, certaines visibles, comme celles sur mon cou, d'autres invisibles, comme les déclencheurs, les cauchemars, les mauvais jours. Mais je porte aussi des réalisations, des joies, des amours qui m'ont été donnés et que j'ai pu donner. J'ai décidé de partager mon histoire maintenant, après tant d'années de silence, non seulement comme catharsis personnelle, mais parce que je sais qu'il y a d'autres Élises là-bas, femmes et filles qui ont été ou sont en train d'être trompées, vendues, asservies. Des femmes dont les histoires ne sont jamais entendues, dont les cris sont étouffés, dont les vies sont considérées comme jetables. Si mon récit peut alerter une seule personne sur les dangers de ces opportunités qui semblent trop belles pour être vraies, s'il peut donner espoir à une seule survivante qu'il y a une vie après le traumatisme, alors briser ce silence aura valu la peine. La traite des êtres humains n'est pas terminée. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit seulement dans le passé, ce n'est pas quelque chose qui se produit seulement dans des pays lointains. Cela se passe maintenant, dans le monde entier, y compris en France. Des femmes, des enfants, des personnes vulnérables sont trompées, contraintes, vendues pour l'exploitation sexuelle, le travail forcé, le prélèvement d'organes. Derrière chaque statistique froide, il y a une vraie personne, avec des rêves, des peurs, avec une vie qui a été interrompue par l'avidité et la cruauté d'autres. Quand je suis revenue en France en 1995, il était difficile d'en parler. Le sujet était tabou, les victimes étaient stigmatisées, souvent blâmées pour leur propre souffrance. « Pourquoi a-t-elle accepté de partir ?» demandait-il, comme si une fille de 16 ans, sans éducation, sans ressources, élevée dans une culture d'obéissance au père, avait un vrai choix. Pourquoi ne s'est-elle pas enfuie plus tôt?
questionnait ceux qui n'ont jamais ressenti la terreur paralysante d'être complètement à la merci de leurs ravisseurs dans un pays étranger, sans parler la langue, sans documents, sans argent, sans personne à qui faire appel. Les années ont passé, et certaines choses se sont améliorées. Il y a plus de conscience, plus de ressources, plus d'attention portée aux problèmes. Mais ce n'est toujours pas assez. Le silence protège encore les auteurs. La honte maintient encore de nombreuses victimes dans l'ombre. La pauvreté et la vulnérabilité rendent encore beaucoup de personnes des proies faciles pour les trafiquants. C'est pourquoi je suis ici, exposant de vieilles cicatrices que je préférerais garder couvertes. C'est pourquoi je revois des souvenirs douloureux que j'ai passé des décennies à essayer, sinon d'oublier, du moins d'enterrer assez profondément pour pouvoir vivre. Parce que le silence n'est pas une option quand des vies sont en jeu. Pierre m'a demandé, quand j'ai décidé de faire cette vidéo, « Tu es sûre, Élise ? Tu ne dois rien à personne. Ton histoire est la tienne. » Et il a raison. Je ne dois rien à personne. Mais je me dois à moi-même, à la fille que j'étais, aux femmes que j'ai connues en captivité, à celles qui n'ont pas survécu pour raconter leurs histoires. Je dois à la mémoire d'Anastasia, qui n'a pas survécu longtemps après son retour en Russie, le traumatisme et les abus avaient laissé des marques physiques trop profondes, des maladies qui l'ont finalement emporté quelques années après sa libération, comme je l'ai découvert grâce à une rare lettre que j'ai reçue de sa sœur. Je vous dois aussi, à vous qui regardez maintenant. Parce que je crois au pouvoir des histoires pour changer des vies, pour ouvrir les yeux, pour toucher les cœurs. Je crois qu'en partageant ma douleur, je peux peut-être diminuer celle de quelqu'un d'autre, en montrant qu'il est possible de survivre, de reconstruire, de trouver la joie même après l'impensable. Je veux que vous sachiez que si vous traversez quelque chose de similaire, ou connaissez quelqu'un qui le traverse, vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide disponible, il y a des gens qui se soucient, il y a un chemin hors de l'enfer, aussi impossible que cela puisse paraître maintenant. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas un processus linéaire de récupération. Il y a des bons et des mauvais jours, des progrès et des reculs, des cicatrices qui démangent même des décennies plus tard. Mais il y a aussi possibilité de guérison, de joie, d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Si j'ai appris une leçon dans mon parcours, c'est que notre histoire ne nous définit pas. Nos choix, oui. Je n'ai pas choisi d'être vendu, d'être abusé, d'être asservi. Mais j'ai choisi de survivre, j'ai choisi de m'échapper, j'ai choisi de reconstruire, j'ai choisi finalement d'ouvrir à nouveau mon cœur, j'ai choisi de créer une famille, j'ai choisi de trouver la joie là où il aurait pu n'y avoir que l'amertume. J'ai choisi, finalement, de briser le silence. Être ici, vous parlant, est ma façon de transformer l'une des pires expériences humaines possibles en quelque chose qui pourrait, peut-être, faire du bien dans le monde. C'est ma façon de dire aux trafiquants, aux abuseurs, à ceux qui profitent de la souffrance d'autrui, vous ne m'avez pas brisé. Vous avez essayé, avec toute votre cruauté, toute votre violence, tout votre pouvoir. Mais me voici, des décennies plus tard, vivant, aimant, partageant, tandis que vous êtes encore pris dans le cycle d'infliger la douleur, un cycle qui n'apportera jamais une vraie satisfaction, seulement un vide que vous essayez de combler avec plus de douleur, plus de contrôle, plus de destruction. Et pour ceux d'entre vous qui regardez et qui n'avaient peut-être jamais vécu quelque chose de semblable à mon histoire, qui vivaient des vies sûres et protégées, je vous demande de ne pas détourner le regard. Il est facile d'ignorer la souffrance quand elle ne touche pas directement nos vies. Il est facile de dire « c'est horrible » et de continuer sa journée, oubliant que pour beaucoup de personnes, cette horreur est la réalité quotidienne. Mais si nous faisons tous cela, rien ne change. C'est l'indifférence collective qui permet au mal de prospérer. Soyez attentifs aux signes. Cette adolescente dans le bus qui semble effrayée, cette femme étrangère qui travaille dans des conditions suspectes, cette voisine qui ne sort jamais seule et semble toujours avoir peur. De petites observations peuvent sauver des vies. Un appel aux autorités, un mot gentil au bon moment, un regard qui dit « je te vois » à quelqu'un qui se sent invisible, des actes simples peuvent interrompre des cycles d'abus qui autrement continueraient pendant des années. Je ne suis pas ici pour être une voix d'autorité sur le sujet,
pour parler de statistiques ou de solutions politiques. Je suis ici simplement comme une survivante, partageant ma vérité dans l'espoir qu'elle résonne, qu'elle fasse une différence, qu'elle allume une lumière quelque part dans l'obscurité. À la fin, malgré tout ce qui m'a été pris, il y a quelque chose que personne n'a jamais réussi à me voler, mon humanité, Dans les moments les plus sombres de ma captivité, quand j'étais traitée comme un objet, comme une marchandise, comme moins qu'humaine, il y avait une partie de moi, petite, cachée, mais indomptable, qui refusait de croire à ce mensonge, qui savait, avec une certitude absolue, que j'étais plus que ce qu'il me faisait subir, que j'étais toujours Élise, fille de Françoise, sœur de Thomas, Marc et Lucas, une personne avec une valeur intrinsèque qu'aucun abus ne pouvait diminuer. C'est cette petite flamme de dignité humaine qui m'a maintenue en vie quand la mort semblait plus facile. C'est elle qui m'a donné la force de planifier l'évasion quand il aurait été plus simple de simplement me résigner. C'est elle qui m'a permis d'ouvrir à nouveau mon cœur quand tout en moi criait de le garder verrouillé et protégé. C'est elle qui m'a donné le courage d'être ici aujourd'hui, partageant avec vous le chapitre le plus douloureux de ma vie. Et c'est cette même flamme que je vois dans chaque survivante que je rencontre. Des femmes qui ont traversé l'enfer et en sont revenues, non pas intactes, mais entières d'une manière nouvelle et surprenante. Il y a une force en nous que les abuseurs ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas mesurer, qu'ils ne parviennent pas à éteindre malgré leurs efforts. C'est la force de la dignité humaine, si fondamentale, si essentielle, qu'elle persiste même quand tout le reste a été arraché. Quand je regarde en arrière, vers la fille de 16 ans que j'étais, vendue par mon propre père, violée pendant des années dans un pays étranger, je vois quelque chose que mes ravisseurs n'ont jamais vu. Je vois de la valeur, je vois du potentiel, je vois un être humain complet dont la vie importait. Et quand je regarde autour de moi aujourd'hui, la vie que j'ai construite malgré toutes les probabilités, ma famille, mes amis, mon travail, je vois la preuve vivante qu'ils avaient tort. Ils pensaient qu'ils pouvaient me posséder, m'utiliser, me jeter. Mais me voici, des décennies plus tard, libre, forte, enfin maîtresse de ma propre histoire. C'est la vraie victoire. Pas seulement avoir survécu, mais avoir réclamé mon humanité, ma capacité à ressentir non seulement la douleur, mais aussi la joie, non seulement la peur, mais aussi l'amour, non seulement le désespoir, mais aussi l'espoir. Avoir retrouvé ma voix, que j'utilise maintenant non seulement pour raconter mon histoire, mais pour essayer de garantir que moins de personnes aient des histoires similaires à raconter. Le soleil se couche, tandis que je termine ce récit. De la fenêtre de mon appartement, je vois la ville de Paris s'illuminer, des millions de lumières contre l'obscurité qui approche. Je pense à combien d'histoires existent dans ces lumières, combien de douleurs, combien de joies, combien de luttes, combien de victoires. Je pense à combien d'Élises sont là-bas, certaines encore prisonnières, d'autres récemment libérées, d'autres des décennies après le traumatisme, comme moi. Pour chacune d'elles, pour chacun d'entre vous, je laisse ces mots. Vous comptez. Votre histoire compte. Votre douleur compte. Et plus important, votre guérison compte. Vous n'êtes pas seul, même quand vous semblez l'être. Il y a un chemin hors de l'obscurité, même quand vous ne pouvez pas le voir. Il y a de la force en vous, même quand vous vous sentez faible. Il y a possibilité de joie, même après la pire des douleurs. Merci d'avoir écouté mon histoire. S'il vous plaît, ne la laissez pas s'arrêter ici. Partagez, discutez, soyez attentifs, faites la différence là où vous le pouvez. Si chacun d'entre nous allume une petite lumière contre l'obscurité de la traite humaine, ensemble nous pouvons éclairer le chemin vers la maison pour beaucoup de personnes perdues. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela aide vraiment à diffuser ce message important. Dans les commentaires, j'aimerais savoir d'où vous regardez et si l'histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Peut-être connaissez-vous quelqu'un en situation de risque, ou peut-être êtes-vous aussi des survivants. Vos commentaires peuvent faire la différence dans la vie d'une autre personne qui regarde. Je m'appelle Élise, j'ai 54 ans, et ceci est mon histoire. Une histoire qui commence dans la douleur, passe par l'enfer, mais ne s'y termine pas.
Une histoire de comment j'ai survécu à 8 ans comme prisonnière au Maroc après avoir été vendue par mon propre père. Une histoire que je partage non pas pour provoquer l'horreur ou la pitié, mais pour allumer l'espoir et la conscience. À la prochaine vidéo, mes chers. Que Dieu bénisse et protège chacun d'entre vous. Et souvenez-vous toujours, peu importe combien la nuit est sombre, le soleil finit toujours par se lever.